bienvenue dans ce nouveau numéro du journal des biotech. Dans notre point d'actualité, nous parlerons de GenFit, Carbios et Supersonic Imagine. Et dans l'interview, je recevrai Anne Moore, vice-président de Celiad, le journal des biotech. C'est parti. Et il est là, fidèle au poste pour notre point d'actualité, Pierre-Louis Germain, rédacteur en chef de Biotech Finance. Bonjour Pierre-Louis. Bonjour Laurent. Tiens, dis donc Pierre-Louis, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de GenFit, non? Pas si longtemps que ça, mais il y a de l'actualité sur GenFit. Accord de licence avec Terns Pharma pour l'élafibranor, pour sa future commercialisation en Chine, c'est bien ça? Et ben voilà, GenFit décroche un accord de licence assez intéressant puisqu'il est composé d'un paiement immédiat de 35 millions de dollars pour une licence pour donc l'élafibranor, le médicament phare dans la NASH, dans la PBC. Pour le marché chinois avec cette société qui s'appelle Terns Pharmaceutical. Bon, alors après, ils sont déjà bien financés, GenFit. En termes de montant, ce n'est pas forcément ce dont ils avaient besoin à court terme. Ça ne va pas changer l'équation financière, effectivement. Ouais. Et puis, ils ont un peu plus de 300, ils avaient un peu plus de 314 millions d'euros de trésorerie nette à fin mars. Néanmoins, c'est un accord assez intéressant parce que des upfront, des paiements immédiats aussi importants pour un seul produit sur un seul marché qui, même s'il est immense, n'est pas le marché le plus facile à conquérir, ni celui où les prix sont les plus élevés, c'est quand même un signal de confiance assez fort. Alors c'est qui ce Terns Pharmaceutical plus précisément? Alors ça c'est peut-être le point le plus intéressant, c'est que cette société chinoise est en réalité un spin-off du groupe américain Eli Lilly. D'accord. Qui lui a confié en fait son portefeuille de produits dans la NASH. Ouais. C'est une société qui est en fait sino-américaine, qui a une base à San Francisco, qui est basée entre San Francisco et Shanghai, et dont les investisseurs sont d'abord Eli Lilly, qui est resté l'actionnaire de contrôle de Terns Pharma, mais également des fonds d'investissement américains spécialisés en sciences de la vie, Orbimed, Vivo, à ne pas confondre, et qui sont tous deux actionnaires également de GenFit. Donc c'est ça peut-être le point le plus intéressant, c'est que c'est une société très bien financée et financée par des investisseurs dont certains finalement remettent indirectement au pot. Américains en plus. Voilà, donc qui avec cette opération remettent un petit peu au pot dans leur investissement dans GenFit qu'ils avaient pu faire lors de l'introduction sur le Nasdaq ou antérieurement. Ah, donc un accord de licence symboliquement intéressant, au moins à deux points de vue. Voilà, alors l'histoire de GenFit, ce sont les résultats de la phase 3 de l'élafibranor cette année. Il ne faut pas s'attendre à un rebond boursier important grâce à avec ce type d'annonce. Néanmoins, ça montre qu'il n'y a pas que les actionnaires français qui y croient. Pro-GenFit qui y croient, il y a aussi des fonds d'investissement américains et des acteurs américains. Bon ben voilà, c'est dit. Deuxième sujet, Supersonic Imagine avec une OPA, Dologic, enfin une offre d'acquisition Dologic à 1,50 € par titre. C'est une prime d'à peu près 50%. Alors spontanément, on peut se dire chic, si on est entré il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce que c'est sûr que c'est une porte de sortie pour la société qui a des difficultés. Qui fait un échographe nouvelle génération, l'Explorer, c'est ça. Voilà, c'est introduction en bourse, c'était en 2011, avec ce produit Explorer qui est un système d'échographie, mais d'échographie hyper sophistiquée, qui va notamment travailler dans les maladies du foie, dans les maladies du sein, les cancers. Et effectivement, c'est une prime qui offre une porte de sortie parce que la dynamique commerciale n'a jamais réellement pris ces dernières années avec Supersonic Imaging. On a eu de beaux chiffres de croissance au premier trimestre, mais enfin, ça nous ramène qu'au niveau de chiffre d'affaires qu'on avait il y a 5 ans, après une année 2018 aussi qui a été assez compliquée. Donc voilà, on peut se dire soulagement. Après, on ne peut pas non plus s'empêcher de voir un peu le gâchis quand même que représente cette affaire, parce qu'il y a plus de 150 millions d'euros de capital qui a été investi, plus de 200 millions si on ajoute les subventions et les crédits divers. Tout ça pour finir finalement dans la main d'un groupe américain, Hologic, qui a été partenaire pendant des années de Supersonic dans les applications, notamment le cancer du sein aux États-Unis. Le partenariat n'a rien donné, la société n'a pas su trouver d'alternative et finalement c'est cet acteur-là qui à bon compte s'empare d'une très belle technologie. Oui, surtout que la valeur avait été introduite, je crois, aux alentours de 11 €. Donc c'est sûr que si on regarde le parcours, c'est un peu moins flatteur. Et puis vous l'aviez dit, finalement, cette technologie, elle est quand même, en tout cas, super prometteuse, enfin très intéressante. Elle est très intéressante. On en a parlé plusieurs fois. Elle offre par exemple des perspectives dans le diagnostic de la NASH. Le diagnostic de la NASH, on en a parlé de nombreuses fois avec GenFit. Il y a ces biopsies, il y a ces
on essaie de travailler sur des solutions liquides de prélèvement sanguin, mais il y a aussi la solution de l'imagerie et de l'échographie du foie. Supersonic avait des solutions, des pistes en tout cas très intéressantes, aussi dans les cancers du sein, où il y a beaucoup à faire dans le diagnostic. Mais il y a eu, bon, après on ne va pas décortiquer toute la stratégie, mais peut-être la société s'est trop reposée sur des partenaires sans trouver de plan B dans le cas où ces partenariats ne marchaient pas. Oui. En tout cas, elle n'a jamais réussi à trouver cette dynamique de croissance qui lui aurait permis non pas d'échapper à une OPA, parce que finalement, quand on est une petite medtech comme ça, peut-être que in fine, le destin est de finir entre les mains d'un grand groupe comme Vexim, comme Medtech SA, des boîtes françaises qui ont été rachetées, mais un meilleur niveau de valorisation. Voilà, avec un fort gain, une forte création de valeur, parce qu'elles se sont vendues à ces groupes après avoir réussi une démonstration non seulement technologique, mais commerciale, leur capacité à capter des parts de marché. Là, plus le temps passe, plus quelque part, il est urgent d'en finir, parce que des concurrents prennent des parts de marché et la valorisation de la technologie est menacée. À méditer pour les autres medtech françaises. À méditer pour beaucoup de medtech françaises qui ont eu beaucoup de mal. Il ne suffit pas d'avoir un bon produit, il faut aussi savoir le vendre, c'est peut-être la principale difficulté. C'est exactement. Et on va terminer, allez, sur votre coup de cœur. Carbios, on en a parlé aussi il n'y a pas longtemps, le spécialiste du recyclage enzymatique des plastiques, du PET notamment, avec une augmentation de capital. Bon, ça a grincé un peu sur le marché parce qu'il y a une assez forte dilution, mais c'est une bonne nouvelle quand même. C'est une nouvelle assez attendue, parce que Carbios n'avait plus beaucoup d'argent en caisse. Et puis il y avait eu au mois de mai, on avait dit quelques mots ici, ce consortium d'industriels avec L'Oréal, avec PepsiCo, Suntory, Nestlé qui était venu. Il avait rejoint par de nouveaux grands acteurs. Voilà, exactement. Voilà, ce consortium s'était élargi. Donc c'était une opération attendue, 14,5 millions d'euros dans le cadre d'un placement. C'était un placement privé, il n'est pas ouvert aux actionnaires individuels, mais qui permet de renforcer les capacités de la société. Et l'objectif, les 3/4 des fonds, la société l'a dit, seront alloués aux démonstrateurs industriels sur le processus de recyclage des plastiques et des PET. C'est le deuxième projet de Carbios. Le premier, Carbiolis, c'est les plastiques biodégradables pour les sacs plastiques, les films alimentaires, le paillage agricole. Là, c'est sur les rails. Carbiolis, la co-entreprise créée à cette fin, va générer ses premiers revenus. Donc là, vraiment, cette somme, ces 14 millions et demi d'euros vont être alloués aux démonstrateurs industriels. L'idée, c'est que d'ici 1 an et demi, ce démonstrateur soit sur pied, soit inauguré, que des industriels plasturgistes commencent à tester la technologie, à obtenir des échantillons, que le process industriel vraiment se mette en place. Il s'agit pour Carbios de démontrer que sa technologie de recyclage du PET, qui est un biorecyclage, c'est-à-dire vraiment des enzymes qui viennent découper quelque part les polymères en monomères pour un recyclage à l'infini des plastiques, vraiment un biorecyclage. Et voilà, pour un objectif de signer des licences avec des plasturgistes qui, eux, construiront les usines. Alors on se dit, mais on est en plein dans l'actualité, on voit effectivement avec le déchet, les plastiques dans les océans et tout, on se dit finalement Carbios, il est dans cette thématique-là. Pourquoi finalement le cours de bourse n'a pas encore explosé? Question naïve. Alors il y a sans doute beaucoup d'explications. C'est une petite société, elle est entrée en bourse fin 2013. Il y avait quand même beaucoup de démonstrations industrielles à faire, parce que manier des enzymes, faire de l'ingénierie d'enzymes pour dire je vais créer une enzyme qui mange le plastique, c'est formidable sur le papier. Après, on est là dans l'industrie. Dans l'industrie, en plus, c'est de la grosse industrie. C'est des millions de tonnes de PET qu'on produit chaque année. Donc il ne s'agit pas de faire des miracles dans un laboratoire. Il faut un démonstrateur industriel, donc il fallait le financer. Demain, il faudra des usines et ce n'est pas Carbios qui les financera, ce sont des industriels qui prendront le risque. En plus, l'idée, c'est que ces usines soient opérationnelles en 2025. Donc là, il y a aussi un facteur temps. Mais bon, après, il y a aussi des phénomènes plus classiques d'une biotech française, qui plus est provinciale, qui n'a pas forcément toujours accès aux grands marchés internationaux. Carbios a un concurrent américain qui s'appelle Loop, qui n'est pas plus avancé qu'elle, qui a une technologie un peu différente, plus chimique, peut-être un petit peu moins de rupture. Un peu moins innovante, En tout cas, cette société qui est un peu incomparable de Carbios, elle a levé beaucoup plus d'argent. Bon, en tout cas, ce que je retiens dans votre discours, c'est quand même que c'est un petit peu quand ce démonstrateur sera sur pied et qu'on verra les premiers résultats, qu'on saura si oui ou non la technologie a ce potentiel industriel.
Oui, oui, oui. Bah, c'est sûr, hein, il y a toujours un risque. Alors, ce n'est pas le risque d'une biotech médicale avec un essai clinique qui va rater, mais il va falloir quand même démontrer la capacité de rendement, la capacité vraiment opérationnelle à grande échelle, et ça, on ne peut jamais le faire dans un laboratoire. En tout cas, ce qui est intéressant sur Carbios, c'est qu'aujourd'hui, ils ont une forte autonomie financière, puisqu'ils vont commencer à percevoir des revenus de leur plastique recyclable. Les fonds nouveaux sont alloués aux projets du futur, ceux qui généreront des revenus à l'horizon 2023, avec les premières licences de bioplasturgistes, avec toute cette stratégie aussi du consortium industriel qui est là pour créer des débouchés. Donc on a vraiment, une fois passé peut-être la pilule de la dilution qui est très forte, parce que la société a un mauvais parcours boursier, il ne faut pas se mentir, mais une fois passé, avalé cette pilule, on a quand même une belle histoire qui s'écrit sur les 4-5 prochaines années. Ok, ben continuer à surveiller cette histoire. Merci Pierre-Louis. Tout de suite dans le journal des biotech, c'est l'interview. Et je reçois sur le plateau Anne Moore, vice-président de Céliade. Bonjour Anne. Bonjour, merci de me recevoir. Alors, on avait reçu Christian aussi il y a quelques mois, on rappelle un Céliade, biotech belge spécialisé dans les CAR-T. On avait évoqué pas mal de sujets avec lui, on avait fait un petit peu les perspectives de la biotech. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec les résultats de phase 1 qui ont été récemment dévoilés, avec à la suite de ces résultats une chute assez marquée du titre, moins 28% en une séance. C'était donc pour évaluer SIAD-01, CAR-T autologue dans la leucémie myéloïde aiguë. On a fait notre devoir avec Pierre-Louis, on a lu la presse, on a écrit sur le sujet et a priori les réflexions, en tout cas des observateurs, étaient plutôt positives. Comment vous expliquez ce décalage entre d'un côté des essais qui semblaient plutôt réussis quand on les regarde sur le papier et cette réaction assez forte du marché ? Alors, c'est vrai que nous aussi, on a été déçus par ces résultats, ces performances boursières, mais je pense qu'il est très important de replacer tout dans son contexte. Aujourd'hui, Céliade, c'est une société qui est encore assez early stage pour les CAR-T. On a montré quelques résultats cliniques l'année dernière, on a montré des signaux d'efficacité avec notre composé SIAD-01, et on continue d'avoir des données qui sont incrémentales. Le plus important pour nous aujourd'hui, on est dans des essais précoces, le plus important pour nous, c'est de montrer aujourd'hui qu'on a un traitement qui a une bonne innocuité. C'est-à-dire la safety, dont on entend parler. C'était le but des essais de phase 1 d'ailleurs. Exactement, c'était le but de nos essais de phase 1 qui continuent à l'être. Donc effectivement, pendant des essais de phase 1, vous pouvez voir des signaux d'efficacité. C'est ce qu'on a montré l'année dernière en fin d'année avec des résultats de réponse complète pour certains des patients. Mais la donnée principale pour nous aujourd'hui, c'est d'être sûr que nous avons un traitement qui est qui est une innocuité bonne pour le patient. Est-ce que c'était pas finalement ça, au final, qui aurait pu décevoir les observateurs de se dire finalement, en dévoilant des signaux d'efficacité dès la phase 1, vous avez peut-être pu susciter une attente qui, du coup, aurait été un petit peu déçue, c'est ça ? Alors c'est probable, je pense que ça a dû jouer un petit peu dans cette déception qu'ont pu avoir le marché, mais je pense qu'effectivement il faut encore rappeler que les résultats qu'on a eus aujourd'hui, les résultats qu'on a montrés, ce sont des résultats d'une nouvelle cohorte, donc avec d'autres façons d'aborder le patient. On a montré des résultats dans SYNC, la cohorte numéro 10, on a montré des résultats dans DEPLI-SYNC. Le plus important pour nous aujourd'hui, c'est de pouvoir reproduire les résultats qu'on a montrés en fin d'année dernière. Donc on a montré qu'on avait un traitement qui avait une bonne innocuité, on a montré quelques signaux d'efficacité, mais on n'arrive pas forcément à faire que cette réponse soit suffisamment longue et on n'arrive pas forcément à la répéter. Ça fait partie des essais de phase 1, d'essayer d'avoir les meilleures conditions, d'essayer d'identifier les meilleures conditions pour faire en sorte qu'on arrive à répéter et à avoir un traitement qui soit dans la durée. Donc les différentes cohortes que nous avons aujourd'hui, les différentes façons de traiter le patient aujourd'hui, c'est ça. C'est faire en sorte que notre SIAD-01 soit optimal, marche de la meilleure façon. Donc on en est là aujourd'hui. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le dosage n'est pas forcément le dosage définitif. Les patients qui sont recrutés aussi dans ces essais sont dans des situations très avancées de la maladie. Ce n'est pas forcément ceux qui, demain, si le produit est approuvé, se verront administrer ces traitements-là. Alors ça, c'est une très bonne question. Le contexte des phases 1, quoi. Oui, exactement. C'est une bonne question que vous posez parce qu'effectivement, on travaille sur la LMA. La LMA, c'est une pathologie qui est très très diverse en termes de patients. Donc effectivement, il faut qu'on arrive à réussir à trouver quels sont les meilleurs patients qui répondront le mieux. Et encore une fois, aujourd'hui, on est dans des petites cohortes. On a des patients de 10 patients par cohorte, donc ce sont des petites cohortes. Mais chacune des cohortes est un petit peu appréhendée de façon différente pour essayer de trouver les meilleures doses. Donc nous, ce qu'on avait montré l'année dernière, on avait des infusions, c'est-à-dire des injections de notre CAR-T toutes les 2 semaines. Les
résultats qu'on a présentés à EA, on a essayé d'augmenter en fait la quantité de CAR-T dans le temps, de changer un petit peu le calendrier, et c'est ce qu'on avait montré avec SYNC, la cohorte 10. Ce sont des patients qui reçoivent des CAR-T de façon plus fréquente que ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire qu'au lieu de les avoir toutes les 2 semaines, ils les ont eu toutes les semaines. Donc on est encore dans ces phases où on essaie de trouver les conditions les plus optimales pour notre CAR. Alors, dans l'étude SIG, à peu près la moitié des patients ont répondu au traitement, donc 4 réponses complètes sur 13 et 6 en activité. Il y a cette étude DEPLE-SYNC où en fait votre CAR-T est administré après une chimiothérapie de préconditionnement. Là, 2 patients sur 5 ont présenté des données d'efficacité. Comment les lire, ces données-là? Est-ce qu'à ce stade, elles sont pertinentes? Est-ce que c'est l'efficacité dans DEPLE-SYNC qu'il fallait regarder? Alors dans DEPLE-SYNC, c'est pareil, on est dans des essais de phase 1, et ce qui était important, c'était de regarder encore une fois l'innocuité du traitement. Donc je rappelle, nos essais SYNC, ce sont des essais dans lesquels on injecte uniquement notre CAR-T. Nous travaillons sur des CAR-T qui sont un petit peu différents parce que notre cible est différente de tous les autres CAR-T qui sont à l'extérieur. La majorité des CAR-T vont après CD19 ou BCMA. Nous, chez Celyad, on travaille sur NKG2D. NKG2D vise des ligands de stress, c'est-à-dire que n'importe quelle cellule qui est stressée va exprimer ces ligands. Évidemment, la première chose à faire, c'est de s'assurer qu'on ne va pas aller targeter n'importe quelle cellule de l'organisme, et qu'on va vraiment aller vers la tumeur. Donc, c'était nos essais de SYNC, on y allait en premier comme ça. DEPLE-SYNC, ce qui se passe dans cet essai, c'est qu'on est sur des schémas thérapeutiques un petit peu plus standards, dans lesquels on fait une chimiothérapie de préconditionnement. Donc on essaie d'enlever les cellules immunitaires du patient pour faire un peu plus de place en fait à notre propre CAR-T. Et à vos propres cellules. Exactement, on fait plus de place à nos cellules pour essayer de les rendre plus efficaces encore une fois. Cependant, comme c'est de la chimiothérapie, la probabilité de stresser les cellules du patient existait. Donc ce qu'il fallait faire, c'était être sûr qu'on n'allait pas avoir une réponse en dehors de la tumeur. Encore une fois, le plus important pour nous, c'est d'aller vers la tumeur. Donc on a diminué nos doses, on allait vers des doses qui étaient un peu plus basses que ce qu'il y avait avant, et la donnée principale, c'est l'innocuité. Et c'est ça qu'on a réussi à montrer, et je pense que ça, c'est le plus important dans DEPLE-SYNC, malgré que nous ayons des conditions de préconditionnement de chimiothérapie, donc un potentiel risque de stress cellulaire, on n'a pas eu ces problèmes-là. Donc ça, c'était la donnée la plus importante pour nous. Alors, la réaction boursière, elle a presque du coup masqué un petit peu le calendrier pour SIAD 01. On l'a dit, hein, les résultats de phase 1 sont un peu particuliers, ce sont des cohortes, donc des données qui s'accumulent. Est-ce que vous pouvez nous remettre tout ça en perspective, nous dire qui est-ce qui finalement a déjà été démontré lors de ces essais, qu'est-ce qui reste à démontrer, et puis finalement, comment va se dérouler le calendrier avec peut-être une phase 2 derrière qui va très certainement arriver? Alors, encore une fois, ce qui est important pour nous aujourd'hui, on a différentes cohortes avec différentes façons d'aborder le traitement pour essayer d'obtenir une réponse, et une réponse la plus efficace et la plus longue dans le temps. Encore une fois, on parle de cellules, donc qui dit cellules dit que ces cellules doivent vivre, ce sont des traitements vivants. Donc il faut réussir à les avoir vivants pour qu'elles soient efficaces le plus longtemps possible. Donc nous allons, avec différentes cohortes, essayer d'aller vers là. Donc aujourd'hui, ce que nous avons démontré, c'est l'innocuité du produit. C'est bon, voilà. La safety, c'est quelque chose qu'on continue de montrer avec différentes doses, avec différentes conditions, mais c'est encore des choses sur lesquelles on travaille, parce qu'encore une fois, on essaie différentes recettes, j'ai envie de dire, donc il faut être sûr que chacune des recettes continue à être safe. Ce qu'on a montré l'année dernière, c'est effectivement on avait un traitement qui avait une bonne innocuité et qui ne montrait pas de neurotoxicité, ce qui est quand même un des problèmes majeurs des CAR-T. Nous, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on a montré l'année dernière, qu'on a remontré à IA. Sur la neurotoxicité, on est vraiment très bien. En termes d'innocuité, on a des bons profils. On a montré quelques essais des signaux d'efficacité. L'année dernière, encore une fois pour nous aujourd'hui, c'est d'essayer d'avoir ces signaux d'efficacité, de les rendre tangibles dans le temps et d'essayer de les multiplier dans la population. Donc ce qu'on va avoir aujourd'hui, on a eu nos résultats de SYNC cohorte 10, qui était un calendrier d'infusion différent. On a eu nos résultats de DEPLE-SYNC. DEPLE-SYNC, ce sont donc les résultats, comme je le rappelle, avec un traitement de préconditionnement, qui est quelque chose de plus standard dans les CAR-T. Et on va encore continuer pendant l'année. La majorité des résultats, vers la fin de l'année, on se retrouvera avec un dataset, donc une quantité de données qu'on pourra analyser de manière totale. Fin 2019, on est plutôt sur ces calendriers, avec toutes les doses qui auront été testées et avec toutes les conditions diverses et variées qui pourront être testées pour SIADO1, donc dans notre thérapie autologue. Et donc là, on saura après, du coup, vers si les résultats sont bons, sont en rendez-vous, à quelle échéance ça nous amène pour designer, commencer une étude de phase 2 avec SIAD 01? Exactement. À ce moment-là, on aura vraiment toutes les données en main pour dire il vaut mieux y aller avec tel calendrier,
à telle dose, c'est là où je vais réussir à répéter, encore une fois, ces signaux d'efficacité qu'on a vus. Mais il faut attendre cette date pour savoir un peu le calendrier. Malheureusement, il faudra encore retenir jusqu'à la fin d'année. Ouais. Alors avant ça, on aura d'autres données, parce que là on parlait donc de SIAD-01, votre carte autologue, dans les tumeurs liquides, c'est-à-dire les cancers du sang. Très bientôt, dans les tout prochains jours, à l'occasion d'un congrès, vous allez présenter des données à la fois donc, dans les tumeurs solides avec ce même SIAD-01 et également avec SIAD-101, qui est donc la version allogénique de votre CAR-T, tout ça dans des tumeurs solides, en l'occurrence le cancer du colorectal métastatique. Ce seront les premières données dans les tumeurs solides et les premières données dans l'allogénique. Qu'est-ce qu'on va regarder dans ces premières données? Est-ce que ce sera l'efficacité? Est-ce que ce sera la sécurité du produit? Si c'est la sécurité, ce sera quels paramètres il faudra surveiller? Alors, ce qui va être très intéressant pour ce congrès-là, donc c'est le congrès ESMO GI, on va présenter les résultats, donc, comme vous le disiez, dans les cancers solides, et en plus on va présenter SIAD 101, SIAD 101 étant la thérapie allogénique. Donc pour Céliade, nous on va vers une voie sans modification de génome, on est les seuls au monde pour l'instant à faire ça, à avoir un essai clinique dans cette indication. Donc ce qu'on attend pour ESMO GI, ce qui va être vraiment important, c'est d'essayer de voir justement quel type d'innocuité on peut avoir pour un traitement. Le plus important pour de l'allogénique, un traitement allogénique, vu qu'on utilise des cellules d'un donneur, ce ne sont pas les cellules propres du patient. Donc il peut y avoir une immunogénicité en fait, qui est créée par ces cellules qui pourraient potentiellement s'attaquer au corps. Encore une fois, tout le monde se pose ces questions-là. Donc il existe différentes façons de répondre à cette problématique. Nous, on a choisi une voie qui ne fait pas appel à la modification du génome, mais ce qu'on essaie de faire en sorte, c'est qu'on élimine en fait la protéine qui normalement va déclencher cette réaction. D'accord, du greffon contre l'autre. Donc ça, c'est notre produit SIAD 101. Donc ce que nous, on essaie de voir, c'est est-ce que ce SIAD 101, avec la petite modification que nous, on lui apporte, est-ce qu'on va réussir à faire en sorte qu'on ait un traitement qui soit safe pour le patient et qui, du coup, ne va pas déclencher cette maladie de greffe contre l'autre. Donc ça, c'est vraiment le plus important, l'innocuité du produit, encore une fois. Donc c'est notre version de NKG2D en allogénique. En parallèle, on aura aussi quelques données, quelques updates de NKG2D en autologue de 0,1. Donc ça, c'est Sync. Donc ce qui sera aussi intéressant de voir, c'est voir quels pourront être les signaux qu'on pourra avoir là. Encore une fois, on est dans du cancer solide. Le cancer solide, c'est une histoire qui est compliquée. On parle de micro-environnement. On est dans des amas cellulaires qui sont un petit peu compliqués à targeter. Donc il faut voir vraiment ce qu'on peut avoir comme signaux. Si déjà il y a des signaux qui vont vers la stabilité de la pathologie, c'est déjà très bien. Mais nous, notre premier jalon, c'est de dire encore une fois, nous avons un traitement allogénique qui va être safe et qui ne va pas déclencher de greffon contre l'os. C'est le numéro 1, c'est l'objectif numéro 1. Rendez-vous début juillet. Début juillet. Bon, c'est très bientôt. Comment, on le voit, hein, on a l'impression un petit peu, il faut le dire, que les investisseurs ont peut-être découvert comme ça que beaucoup des projets de Céliade étaient encore assez early stage, qu'il n'y a rien d'anormal quand on regarde un petit peu votre pipeline. Comment du coup vous pouvez remettre en perspective la situation financière de la biotech avec cet état de maturité des différents projets? Je pense effectivement que nous sommes une société qui est quand même assez early stage. Nous avons plusieurs phases 1, 1, 2 qui sont en route, donc c'est un constat. On a d'autres. C'est un bon début, mais c'est un début. Très bon début. On a un pipeline qui est très prometteur avec notamment la plateforme SHRNA dont on avait eu l'occasion de parler il y a très peu de temps, et on aimerait vraiment continuer donc à la développer et pouvoir montrer le potentiel de cette plateforme. Aujourd'hui, la société est financée jusqu'au milieu de l'année prochaine, donc on continue à travailler là-dessus. La société bénéficie quand même d'autres atouts en parallèle de ces plateformes thérapeutiques. Céliade détient donc les droits du brevet des thérapies allogéniques CAR-T aux États-Unis. Donc ça représente toujours quelque chose qui a de la valeur, et d'autant plus jour après jour que plus d'acteurs avancent dans ce domaine-là. On a de plus en plus de gens qui progressent dans les CAR-T allogéniques. Plus ils progressent, évidemment, plus la question de ce brevet vient à se poser. On a en parallèle également cette fameuse plateforme SHRNA dans laquelle je parlais, qui est très intéressante, qui a montré des résultats qui étaient vraiment très intéressants par rapport aux technologies CRISPR. Donc ça, ce sont des choses sur lesquelles on travaille au jour le jour. Alors Laurent le disait, vous êtes
dans vos développements assez early stage, c'est le début de l'histoire. En même temps, vous êtes dans les cartés, donc c'est forcément le début de l'histoire. C'est une technologie toute jeune, émergente. Aujourd'hui, il y a eu, les cartés ont beaucoup d'approbation. On voit que dans le domaine médical, c'est quelque chose qui est en croissance, en développement dans plusieurs pathologies. En même temps, côté investisseur, il y a eu des déceptions un petit peu sur le rythme de croissance commerciale. Aujourd'hui, les investisseurs que vous rencontrez, que ce soit aux États-Unis, vous êtes coté sur le Nasdaq ou en Europe sur Euronext, quel sentiment ils ont par rapport aux cartés? Est-ce qu'il y a de la déception? Est-ce qu'il y a un peu de recul? Ou est-ce qu'il y a ce même enthousiasme qu'il y avait il y a quelques mois autour des cartés et des vôtres en particulier? Alors, c'est très intéressant, effectivement, cette question sur le quartier de manière générale. Je pense qu'il y a toujours un intérêt. C'est vrai, on ne peut pas nier que probablement le côté commercial a été un petit peu déçu les investisseurs. Chez Novartis, chez Gilead. Exactement. Cependant, je pense qu'on a vraiment montré, Novartis, Gilead ont vraiment montré qu'on avait une nouvelle modalité thérapeutique. Donc ça, c'était un énorme pas. Il fallait le faire, ils l'ont fait et je pense que ça, personne ne peut revenir en arrière. Alors après, quelles vont être les améliorations, quelles vont être les nouvelles générations de CAR-T? Celiad fait partie de cette nouvelle génération, avec une nouvelle cible, avec de nouveaux moyens de produire en fait les CAR-T, et tout ça va faire en sorte certainement que les traitements des CAR-T ont toujours un bel avenir devant eux. Je parle du manufacturing parce que pour l'instant c'est ça qui a un petit peu impacté, on va dire, les CAR-T. Le coût et le temps. Exactement, le coût et le temps. Aujourd'hui, on est sur des process, nous chez Celiad, où on est de 20 jours entre chaque process, depuis le temps où on récupère les cellules jusqu'à ce qu'on les réinjecte au patient, que le patient soit aux États-Unis ou en Belgique, c'est la même chose, on est sur 3 semaines. C'est un peu le nerf de la guerre, de réussir à avoir un process de production qui soit efficient et qui arrive à produire des CAR-T dans les temps. Nous, aujourd'hui, on a un taux de succès dans notre manufacturing qui est de 94%. Je pense qu'on ne peut pas en être honteux, c'est vraiment des très beaux résultats. On pense toujours à l'étape d'après, c'est-à-dire que tous nos process qu'on a développés, on a essayé de les faire les plus faciles possibles pour qu'aujourd'hui les process qu'on a, on les applique à tous nos produits de pipeline. Et ça, c'est assez important pour que justement les coûts continuent de baisser. Parce que c'est ça qui fait aussi partie des CAR-T, c'est la production qui fait aussi un peu flamber ce prix du CAR-T. Donc en ayant des process plus streamline, plus routiniers, on arrive un petit peu à avoir des choses qui seraient potentiellement plus intéressantes. On va faire d'un succès scientifique aussi une réussite commerciale. Exactement. Bon, allez, on a noté les rendez-vous sur le calendrier. Juillet, c'est tout bientôt pour de prochains résultats. Puis peut-être fin d'année, qui sait, sur le plateau Journal des Biotech pour reparler avec nous de cette phase de SIAD-01. Avec plaisir. Merci Anne Moore. Merci beaucoup. Merci Pierre-Louis. Merci Laurent. Ce numéro du Journal des Biotech est désormais terminé. Je vous dis à dans 2 semaines. À très bientôt.